Bonjour à tous, Bonjour à bienvenue tous. sur ce webinaire. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc, on va vous parler un petit peu de ce webinaire. Donc, le thème de ce webinaire aujourd'hui, c'est les bonnes pratiques en matière d'attestation de salaire. Donc, on est ravis de vous avoir avec nous. Au niveau de la logistique, donc c'est un petit peu toujours pareil. On va juste la rappeler. Voilà, C'est bon. c'est bon, désolé. Alors, donc moi, je suis Caroline Marini, chargée de la relation entreprise sur la CPM de Moselle. Et du coup, bonjour à tous, Océane Guerchot, donc chargée de la relation entreprise également au sein de l'assurance maladie de Moselle. Donc, pour ce webinaire, on attend à peu près 321 inscrits. Au niveau du support, comme tous nos webinaires, il vous sera envoyé par mail à l'issue du webinaire. Le webinaire est donc enregistré. Vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube de la CPM de Moselle. Au niveau des questions, donc on va essayer d'y répondre tout au long du webinaire, mais on se laisse toujours un temps d'échange à la fin du webinaire pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par le petit icône questions-réponses. Si vous pouviez juste nous mettre un petit OK pour le son et la vidéo, vous avez bien notre support, notre son, et comme ça, on va pouvoir Ah, commencer. ok, tout le monde a mis ok, Tout le donc monde met c'est OK, bon. c'est bon. Bah, merci C'est de super. répondre. De répondre. On va commencer donc tout de suite avec le petit sommaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va vous parler donc des attestations de salaire, les généralités, surtout les motifs des rejets, ce qu'il y a de plus important en rejet, et on va vous donner quelques bonnes pratiques, quelques petites astuces pour justement éviter les rejets sur les attestations de salaire. Alors, en première partie, on va parler de l'attestation de salaire Et du avec les coup, généralités, et je vais laisser la parole à Océane. et c'est moi qui commence. Alors, l'attestation de salaire, elle va permettre donc à la CPM, donc nous, de votre salarié, de faire trois choses. Premièrement, elle va nous permettre d'examiner le droit aux indemnités journalières. Ensuite, de calculer le montant des indemnités journalières et également d'indiquer le destinataire du versement. Il faut savoir que l'envoi d'attestation, c'est une obligation à la charge de l'employeur qui est prévue par un article du Code de la sécurité sociale et c'est également un justificatif comptable qui engage votre responsabilité. C'est très important. Quand justement établir l'attestation de salaire? Alors, allez établir des connaissances d'un arrêt de travail d'au moins un jour. Alors, un jour, c'est sûr que c'est de la carence, mais vous, malheureusement, vous n'avez pas la coche pour savoir si c'est en lien avec une affection longue durée. Et si c'est en lien justement avec une affection longue durée, cette journée peut donner lieu à une indemnisation financière, donc elle sera indemnisée. Donc, c'est très important d'établir l'attestation de salaire dès que vous avez connaissance d'un arrêt de travail d'au moins un jour. Elle est également à faire à chaque changement de risque. Donc, on y reviendra tout à l'heure, que ce soit de la maladie, de la maternité, de la paternité, un congé de deuil, tout ce qui est risque professionnel, donc accident de travail, maladie professionnelle, ou le temps partiel thérapeutique. Et on le rappelle, en cas de paiement donc non subrogé, il faut bien faire l'attestation de salaire dans les 5 jours ouvrés après le début de l'arrêt de travail. Donc ça aussi, ça relève d'un article du Code de la sécurité sociale. Comment transmettre l'attestation de salaire? Alors, vous avez deux façons. Soit vous la transmettez par net entreprise, en saisissant donc étape par étape, ce qui est beaucoup plus long, puisqu'il y a au moins 8 étapes à remplir. Alors que si vous le faites donc d'une deuxième façon, donc le signalement DSN arrêt de travail, c'est ce qu'on privilégie généralement, parce que c'est quand même plus simple, plus rapide et plus fiable. Et le signalement DSN va piocher directement dans vos DSN mensuels. Donc là, il y a vraiment moins d'étapes à faire. Je crois qu'il y en a 5. Il 5. faudra Alors, juste mettre le DJT, le le risque, risque, la la subrogation. subrogation. Et donc, c'est beaucoup plus simple. Mais vous avez deux façons de transmettre l'attestation de salaire. Voilà. Voilà sur les généralités. C'était assez rapide sur Sur l'attestation de salaire. l'attestation de salaire. C'est des petits rappels qu'on a voulu faire avec vous. Maintenant, on va rentrer un petit peu sur les rejets, donc les motifs des rejets. On a fait un petit peu des études. Pourquoi est-ce qu'on rejette en fait vos attestations de salaire? Donc, ce qui ressort en règle générale sur les rejets, c'est principalement des erreurs sur le dernier jour de travail, sur les salaires de référence et sur la subrogation. Donc, on va prendre rejet par rejet. On va vous donner des petites astuces. Donc, le dernier jour de travail. Qu'est-ce qu'il va falloir retenir? Donc, attention, déjà, ce qu'il faut savoir, le dernier jour de travail indiqué sur l'attestation de salaire, c'est ce qui va déterminer la période de référence pour l'étude des droits et le calcul des indemnités journalières. La règle générale, le dernier jour de travail correspond toujours à la veille de la date de début de la prescription d'arrêt de travail. Indépendamment des jours de la semaine et de la situation de votre salarié, s'il est en congé payé, en RTT, s'il y a des jours fériés, s'il y a des absences autorisées payées ou non,
S'il y a des mises à pied, jours de solidarité, on retient, c'est toujours la veille de l'arrêt de travail initial. Il faut savoir également que toute journée de travail commencée, elle est due par vous, employeur. Lorsque le salarié se voit prescrire un arrêt de travail un jour où il est travaillé, bah, le dernier jour de travail, il correspondra à la date de l'arrêt. Je vais vous expliquer par des petits graphiques, ça sera peut-être un petit peu plus clair. Alors, on va prendre le cas général, en fait. Si votre salarié, il n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, donc on a un arrêt à partir du lundi 4 jusqu'au vendredi 8. Quel dernier jour de travail il va falloir indiquer? Ben, le dernier jour de travail à indiquer, c'est le dimanche 3, veille de l'arrêt, même s'il s'agit d'une journée habituellement non travaillée. C'est vraiment la règle générale. Maintenant, si votre salarié a travaillé le jour de l'arrêt, donc on a toujours le même exemple, votre salarié, il est en arrêt de travail, donc il travaille du lundi au jeudi, et en fait, le soir, il va chez le médecin. Ou le midi, il quitte la société, il va chez le médecin et il a un arrêt de travail qui commence le 7. Bah, le dernier jour de travail qu'il faudra indiquer sur l'attestation, c'est bien le jeudi 7. Toute journée commencée est due par l'employeur. On va faire un petit check sur les arrêts de plus de 6 mois. On y reviendra après, mais c'est notamment au niveau du dernier jour de travail où c'est très important. Donc, les attestations de plus de 6 mois, hein, vous savez, dès lors que le salarié est en arrêt depuis plus de 6 mois, il y a des nouvelles conditions administratives et médicales qui sont donc demandées. La condition administrative, c'est notamment à vous, employeur, qu'on va la demander puisqu'on va vous demander de faire une attestation de plus de 6 mois. Alors, en DSN, ça se génère automatiquement, mais sur notre entreprise, il va falloir la saisir. Et là, on remarque des fois que vous vous trompez sur le dernier jour de travail sur l'attestation de plus de 6 mois. Il faut vraiment toujours remettre le même dernier jour de travail que celui de l'attestation initiale. En règle générale, on avait un arrêt avec un dernier jour de travail, un premier. Et au bout de 6 mois, il va falloir donc faire cette attestation de plus de 6 mois. Il faut bien penser à remettre le même dernier jour de travail. Au niveau des congés payés, comment ça se passe? Donc là, on a un salarié qui va vous présenter en fait un arrêt pendant sa période de congé payé. Donc là, on a votre salarié qui est en congé du 4 au 17. Toute la période rose, il est en congé. Au milieu de sa période de congé payé, il vous présente un arrêt maladie. Qu'est-ce qu'il va falloir donc indiquer? Le dernier jour de travail à indiquer sera la veille de son arrêt de travail, donc le jeudi 14. Au niveau du dernier jour de travail et du congé paternité, ça c'est aussi important. Alors, votre salarié va vous informer donc de la naissance de son enfant le dimanche 3. Vous allez donc lui accorder le congé de naissance tout de suite après, donc qui est à votre charge, le 4, 5 et 6. Et tout de suite après, nous, on intervient CPM pour les 4 jours de congé paternité. Donc, toujours accolé au congé de naissance employeur, hein, on rappelle un petit peu cette règle. Donc, 3 jours de naissance employeur, le congé paternité CPM de 4 jours. Quel dernier jour de travail vous allez indiquer? En fait, pour la première période obligatoire de 4 jours CPM, le dernier jour de travail à indiquer sera le dernier jour du congé de naissance employeur. Donc, dans notre exemple, le dernier jour à indiquer, ça sera bien le 6. Ensuite, votre salarié va reprendre une activité. Donc, il a pris ses 4 jours de congé paternité. Il reprend une activité et il vous dit, je prends ma deuxième période de fractionnement à compter du 18. Donc là, il va falloir faire une nouvelle attestation de salaire. Et donc, comme dernier jour de travail, vous allez indiquer la veille de la période de congé paternité, donc le 17. En accident de travail, comment ça se passe? Alors, votre salarié, lui, il est victime d'un accident de travail, donc sur son lieu de travail ou sur le trajet, le mardi 5. On a donc un accident de travail. Cet accident, il entraîne immédiatement un arrêt de travail. Le dernier jour de travail à indiquer, ça va être le jour de l'accident, soit le mardi 5. Même si votre salarié n'a pas débuté sa journée de travail, il faut savoir que cette journée, elle est toujours prise en charge par l'employeur. Donc, si votre salarié, en venant travailler un accident de voiture, par exemple, il faudra quand même indiquer dernier jour de travail le 5, le jour de l'accident. Si l'accident, par contre, n'entraîne pas d'arrêt de travail immédiatement après, il convient d'appliquer la règle générale, c'est-à-dire la veille de l'arrêt en lien avec l'accident.
Par exemple, donc votre salarié a un accident le 5, il travaille, il continue à travailler, puis soudainement le 18, en fait, il va vous présenter un arrêt de travail en rapport avec cet accident. Vous allez nous faire une attestation de salaire accident de travail avec un dernier jour de travail au 17, la veille de l'arrêt de travail, pardon. Le dernier jour de travail et le changement de risque. Alors là, on est dans des arrêts continus. Quand il y a vraiment une succession d'arrêts sans trou, on va dire, sans manque de prescription. Donc, votre salarié, il va se voir prescrire un arrêt maladie. Donc, il travaille, il a son arrêt maladie. Ensuite, il enchaîne avec le congé pathologique. Et ensuite, il prend son congé maternité. Donc, on va avoir trois attestations. On va avoir une première attestation en maladie, pour l'arrêt maladie. Le dernier jour de travail, on est d'accord, ça va être le 7. Ensuite, le salarié prend le congé pathologique tout de suite, accolé au congé maladie, à l'arrêt maladie. Il faudra donc faire une attestation de salaire en maternité pour le congé pathologique et le dernier jour de travail, ça sera toujours le 7. Et ensuite, votre salarié, elle enchaîne et elle prend son congé maternité, toujours en succession, en arrêt continu. Donc, il faudra faire une troisième attestation maternité pour le congé maternité officiel avec un dernier jour de travail au 7. Ça, c'est pour un arrêt continu, un changement de risque avec arrêt continu. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe quand il y a des arrêts non continus. Donc, on va reprendre notre petit exemple. Votre salariée, en fait, elle travaille, elle est en arrêt maladie. Donc, on fait déjà notre première attestation de salaire ou notre signalement DSN avec un dernier jour de travail, donc au 7. Ensuite, elle enchaîne avec le congé pathologique. Donc là, on n'a pas de trou, elle cumule, c'est vraiment continu, congé pathologique. Donc là, on va faire une attestation de salaire en maternité pour le congé pathologique. Le dernier jour de travail, ça sera toujours le 7. Et puis en fait, son congé maternité, il va débuter que le 25. Donc vous voyez, le 23 et 24, on n'a rien. Congé maternité le 25, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus dans un arrêt continu. Donc il va falloir nous faire une attestation de salaire maternité avec un dernier jour de travail à la veille du congé maternité, c'est-à-dire le 24. On vous fait un petit rappel sur les préconisations pour éviter les rejets sur le dernier jour de travail. Donc, c'est ce qu'il y a en gros à retenir. Le dernier jour de travail correspond toujours donc à la veille de l'arrêt, indépendamment des jours de la semaine, sauf si votre salarié a travaillé le jour de l'arrêt. En cas de... Pardon, pardon, je suis aussi dans les questions. Alors, je lis tout. Vas-y. En cas d'enchaînement d'arrêt de travail consécutifs de différents risques, comme on l'a vu tout à l'heure, maladie, maternité, il convient toujours de conserver le même dernier jour de travail sur toutes vos déclarations. En cas d'enchaînement d'arrêts non consécutifs, par exemple 2 arrêts de travail cochés initial, un nouveau signalement en DSN ou une attestation de salaire par arrêt de travail est attendu avec un dernier jour de travail à la veille de chaque prescription de repos. Un petit rappel également, un écart entre 2 hospitalisations différentes ne peut pas être comblé. Il faudra transmettre une nouvelle attestation de salaire à la CPAM. C'est-à-dire qu'on a une hospitalisation, par exemple, du lundi au vendredi, on n'a plus rien le samedi, dimanche, on a une nouvelle hospitalisation le lundi, il faudra bien faire 2 attestations de salaire. Voilà. Est-ce qu'on a des questions? Je pense qu'Océane, elle a géré en même temps. On en a quelques-unes. Quand même. J'ai essayé en même temps, mais voilà. Alors, bonjour, j'ai un agent en congé maternité et j'ai demandé la subrogation, mais je n'ai pas reçu d'indemnité journalière. Donc là, il va falloir téléphoner au 36 79 pour que nos collègues vérifient est-ce qu'on a bien enregistré votre subrogation? Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur sur l'attestation de base ou est-ce que c'est simplement du retard à notre niveau? Alors, qu'est-ce qu'un congé deuil? On parle un petit peu rapidement. Le congé deuil, c'est quand, si vous voulez, il y a le salarié perd son enfant. Alors, c'est l'enfant ou la personne à charge de moins de 25 ans. Voilà. Donc, voilà. Donc là, il y a le congé deuil qui peut être accordé dans ces cas-là. Alors, si l'arrêt de travail s'arrête le vendredi et l'agent a un nouvel arrêt au lundi, est-ce une prolongation? Alors déjà, il va falloir regarder ce que le médecin il coche. Nous, c'est vraiment ce qui va faire foi également. Il faut regarder s'il y a initiale ou prolongation. À savoir que maintenant, il y a une nouvelle règle.
On en a parlé dans beaucoup de Oui. webinaires. Dès lors qu'on a un trou de 2 jours, eh ben, on va pas indemniser ces 2 jours. C'est-à-dire qu'il y aura zéro en indemnité journalière. Donc, si c'est le lundi, on est dans un cas de moins de 48 heures, samedi, dimanche. Donc, on ne réappliquera pas le délai de carence. Par contre, si on est un mardi, là, on sera à plus de 48 heures et là, on va réappliquer un délai de carence. Alors, un salarié revient en longue maladie et ne reprend le travail qu'une semaine avant d'être de nouveau arrêté. Quel est le DJT indiqué, le dernier jour de travail quand même? Eh ben, le dernier jour, ce sera le dernier jour de travail indiqué sera la veille de ce nouvel arrêt que vous venez de recevoir. Ouais. Alors, bonjour, nous avons déjà eu 2 arrêts cochés initial et il nous a dit, et la CPM nous a dit que le principe de prolongation s'applique, donc nous n'avons pas fait de DSN, est-ce juste? Alors, c'est vrai que si vous avez le médecin qui va vous faire un arrêt initial lundi à mercredi et que on reçoit un nouvel arrêt initial le jeudi, c'est sûr que tout est en continu. Donc nous, on va prendre ça comme un seul arrêt, même si le médecin s'est trompé, il a mis initial. Dès lors qu'il n'y a pas de trou entre les arrêts, même si c'est coché initial, si ça se suit, une seule attestation DSN suffit. Comment on calcule la carence lorsque l'arrêt démarre un jour partiellement travaillé? Donc là, je pense que vous devez dire quand le salarié a travaillé le matin, qu'il est parti, qu'il est en arrêt maladie. Ben justement, la carence, elle va démarrer 3 jours après, puisque le dernier jour de travail sera le dernier jour réellement travaillé. Donc, si vous avez un salarié qui a travaillé le lundi, il part chez son médecin le lundi, le TJT sera bien le lundi, donc la carence commencera à partir du mardi. Ce sera mardi, mercredi, jeudi. Alors, si un arrêt maladie initial suivi immédiatement d'une hospitalisation, l'hospitalisation est considérée comme une prolongation. Oui, alors effectivement, hein, il faut vraiment avoir cette notion de continu ou de discontinu. Dès lors qu'on a des arrêts continus, il n'y a pas de trou, enfin, j'aime pas ce mot, Il n'y a mais pas d'interruption, voilà. d'interruption, Tout se voilà. suit. Tout se suit quand c'est en continu, initial, hospitalisation initiale. S'il y a tout se suit et continue, pour nous, c'est un même arrêt. Si un agent démarre un arrêt par une hospitalisation et ramène une prolongation d'arrêt tout de suite, le jour de la sortie, C'est ça. doit-on faire une attestation ou deux? Bah, une seule. Encore une fois, on est sur une période continue, hospitalisation du lundi au dimanche. Le lundi, on vous présente une prolongation. C'est en continu. Une seule attestation suffit. Alors, si deux initiaux du lundi au vendredi et un autre initial, ce serait une prolongation. Si vous avez, comme l'a dit Caroline, un initial du lundi au mercredi, un initial du jeudi au samedi. Donc là, tout sera en continu. Par contre, si vous avez un initial au lundi, là, par contre, ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune interruption entre vos prescriptions. S'il y a un jour entre deux initiaux, là, il faudra faire 2 attestations de salaire. Voilà. Et le week-end, comme on l'a dit tout à l'heure, si votre salarié du lundi au vendredi, on a un arrêt et il retourne chez son médecin le lundi, on ne comble plus les 2 jours de week-end. Donc les indemnités seront à zéro. Il faut vraiment faire attention à la coche. Il faut directement penser, est-ce que c'est un initial, est-ce que c'est une prolongation? Si c'est un initial, eh ben, s'il n'y a pas de coupure entre les différents initiaux, on peut tout raccrocher. Par contre, s'il y a un jour qui n'est pas prescrit par un arrêt avec ces deux initiaux, là, on ne pourra pas combler. Pourquoi faire une attestation en maternité qui suit un arrêt pathologique puisque c'est le même motif? Oui, c'est le même risque, vous avez raison. Simplement, c'est au niveau des subrogations. En fait, certains employeurs subrogent, par exemple, uniquement pour la maternité et le congé pathologique, ils ne subrogent pas. Donc, comme nous, on ne rentre pas dans vos conventions collectives, on ne sait pas trop ce qui est pratiqué au sein de vos sociétés respectives. On demande toujours, pour le congé patho, une attestation, savoir si vous faites ou pas la subro, et pour le congé maternité. Mais vous avez raison, l'attestation sera la même. Quand le médecin se trompe et coche initial ou de prolongation, la CPM en tient-elle compte? Alors nous, on se fait vraiment à ce que nous indique le médecin. C'est-à-dire que si il a écrit initial, pour nous, c'est un arrêt initial. C'est vrai, on prend vraiment ce que nous donne le médecin. Sauf, comme on disait, si c'est en continu, hein. Oui. Voilà. C'est vraiment cette règle, hein. Il faut juste voir si vous avez des arrêts continus. Ne vous posez pas de questions. Lundi, vendredi, ensuite samedi, si tout est en continu, il n'y a pas de souci, on va prendre un seul arrêt. Par contre, c'est dès lors que c'est plus continu,
Là, on va regarder, on va se poser la question, est-ce que c'est un initial, est-ce que c'est une prolongation? Et là, les cas sont différents. S'il écrit prolongation et que le week-end n'était pas couvert, doit-on le mettre en initial? Non, du coup, si, en fait, tant que vous avez 48 heures entre deux prolongations, on est bon, tout peut être accroché. Mais pas indemniser les 2 jours où il n'y C'est a ça, rien. voilà. C'est C'est ça qu'il indemnisé faut. à zéro. Un zéro. C'était cette petite subtilité qu'on a expliquée dans d'autres webinaires. Avant, c'est vrai qu'il y avait une période de tolérance. Dès lors que c'était coché prolongation, les 2 jours, on les couvrait, hein, on les payait, les week-ends étaient payés. Maintenant, du lundi au vendredi, on a une prolongation le lundi. Les 2 jours ne seront plus couverts. Ils seront Oui. rattachés, si vous voulez, mais on ne les payera pas. Donc, c'est bien votre exemple, Madame Optat, Marie-Claude, un arrêt initial du jeudi au vendredi et un arrêt coché par le médecin prolongation du lundi au vendredi. Donc, du coup, les 2 jours qui ne seront pas couverts sont bien le samedi et le dimanche. Donc là, c'est bon, on peut prolonger. Tout, il y aura une attestation de salaire à faire, donc avec le DJT au mercredi, donc on est bon. Tout sera raccroché. Par contre, il y a juste le week-end, hein, qui sera indemnisé à zéro. Voilà, on va On continuer. Je va pense qu'on a continuer, oui. répondu à toutes les questions. Ah, allez, la dernière. Bonjour, si le week-end est suivi d'un jour férié et la prolongation est prescrite le mardi, eh ben là, justement, on arrive dans un cas de plus de 48 heures. C'est ce qu'on disait. Donc là, effectivement, il va y avoir une réapplication du délai de carence sur la prolongation parce qu'on est sur 3 jours, plus de 48 heures. Bon, j'avance un petit peu et puis on Oui, verra pour on les questions reprendra. parce que sinon on va Oui, on va jamais jamais y arriver. Donc là, on est sur dans on se les rappelle les motifs des rejets. Les motifs des rejets qu'on a pu aussi noter, bah, c'est au niveau des salaires. Donc Océane, elle va vous faire un petit point en fait sur les salaires de salaires. référence. Alors pour la maladie d'abord, donc pour tout ce qui est pris en compte, donc c'est bien les 3 mois précédant l'arrêt de travail pour les cas standards. Donc cas standards, c'est les salariés mensualisés, hein. Voilà. Et tout ce qui est cas particulier, donc on est bien à 12 mois précédant l'arrêt de travail. Donc nous, c'est ce qu'on appelle donc, tout ce qui est intérimaire, CESU, VRP. Donc CESU, c'est bien les assistantes maternelles, hein, qui sont payées donc en chèque CESU. Le salaire à prendre en compte est celui servant de base au calcul de la cotisation, qui est dû pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès, et toujours dans la limite d'un plafond. Donc, on vous a remis les plafonds sur nos Différentes dernières années. années, voilà. Et à savoir qu'à compter donc du 1er avril, hein, donc le plafond à prendre en compte, il est bien égal à 1,4 fois le SMIC en vigueur à la date de paiement, ce qui correspond maintenant donc à un salaire maximum de 2 522,20 € et à savoir que l'IJ maximum maintenant elle passe à 41,47 et non plus 53,31. Bien faire attention aussi à saisir le salaire brut réellement cotisé, hein, sans arrondir à l'euro super ou inférieur et sans plafonner. Vous avez un salaire à 4 525,18 €, vous mettez bien 4 525,18 €. Notre système, en fait, il a d'office les plafonds mémorisés. Donc, on demande toujours au employeur d'indiquer le salaire réellement perçu sans plafonner, puisque notre système d'office le plafonne. Voilà. Il y a également tout ce qui est donc salaire rétabli, hein, donc pour les cas standards, un calcul sur 3 mois. Lorsque la période de référence est incomplète, il faut bien sûr rétablir le salaire dans les situations. Donc à savoir que quand vous faites un signalement DSN, ça se rétablit automatiquement. Là, on parle bien de net entreprise. Donc c'est le cas pour une nouvelle embauche et attention, c'est uniquement le mois de l'embauche. Donc là, on vous a mis un petit exemple, vous avez une nouvelle embauche en février 2023 et votre salarié vous présente un arrêt de travail en avril. Donc, on est bien d'accord qu'en mois de janvier, le salarié ne faisait pas partie de votre entreprise. Donc là, on ne rétablit surtout pas le mois de janvier. Donc, en salaire brut, vous mettez bien zéro et en rétabli zéro. La nouvelle embauche est en fait en février 2023. Donc là, il a partiellement travaillé au sein de votre entreprise. Donc, on va estimer que son salaire brut réellement perçu, c'était 500 €. Mais comme il aurait en fait touché 2 000 € s'il avait travaillé tout le mois dans votre entreprise. Et puis le mois de mars, pas de problème, il a bien les 2 000 €. Donc pour la nouvelle embauche, uniquement le mois de l'embauche. Également, vous pouvez rétablir pour une absence maladie, maternité, paternité. Tout ce qui est encore une fois risque professionnel, hein, accident de travail, maladie professionnelle. L'absence d'un temps partiel thérapeutique, la journée citoyenne. La fermeture temporaire de l'établissement, donc des congés payés ou des intempéries. L'absence autorisée, hein, qu'elle soit payée ou non payée. La période de chômage partiel ou une grève. Par contre, attention, il y a 3 cas, hein, où il ne faut absolument pas rétablir le salaire. Donc, c'est l'absence non payée et non autorisée, la mise à pied et la journée de solidarité. Donc, voilà, ça c'était les salaires pour la maladie. Maintenant, pour l'accident de travail.
Donc, à savoir que quand on a un accident de travail, le DJT, généralement, comme l'a dit Caroline, c'est le même. Sauf s'il y a des cas particuliers, mais le DJT, c'est forcément le même. Et contrairement à la maladie, où on prend les 3 salaires précédents de DJT, en AT, c'est bien le salaire précédent. C'est seulement un mois de référence. Donc là, dans notre exemple, on va regarder donc les 3 cadres. Donc il y a le cadre A, B et C. Dans le cadre A, qu'est-ce qu'on indique? Eh bien, le cadre A, c'est simplement le salaire de base et les accessoires du salaire de la période de référence. Donc il comprend seulement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence qui va précéder le DJT. Donc là, qu'est-ce qu'on indique? On met le salaire principal, les congés payés, les heures supplémentaires payées et effectuées au cours du mois de référence, hein, et les primes mensuelles versées au titre du mois de référence, donc soit assiduité, soit habillage. C'est vraiment tout ce qui concerne le mois de référence. Et puis, donc, bien sûr, vous indiquez la part salariale qui correspond à 21% du montant brut indiqué. Ça, c'était pour le cadre A. Dans le cadre B, là, on est justement sur les primes. Donc là, c'est tout ce qui est rappel de salaire et accessoire du salaire versé avec une périodicité différente de celle du salaire. Donc là, il faut bien sûr indiquer les primes et les rappels bruts de salaire soumis à cotisation susceptibles d'être pris en compte et versés avec une périodicité différente. C'est-à-dire tout ce qui est versé pendant les 13 mois précédant le DJT d'un jour de travail. Donc, par exemple, c'est le 13e, 14e mois, la prime de fin d'année ou un rappel de salaire suite à une augmentation. Et pareil, on indique toujours la part salariale, donc l'abattement forfaitaire de de 21%. 21%. Dans le cadre C, donc là, au niveau des salaires de référence, on est dans la partie 3. Et là, ce qu'il faut indiquer, c'est tout ce qui est en absence autorisée. C'est-à-dire que si votre salarié a été absent pour maladie, vous pouvez donc rétablir dans le cadre C. Et bien sûr, donc, il faudra indiquer donc, la part salariale, donc l'abattement forfaitaire de 21%. On voulait vous le mettre hein, parce que de toute façon, en DSN, tout est en automatique. Hein, donc, si vous avez un doute, de toute façon, vous pouvez indiquer toutes les primes versées dans les 13 mois précédant l'arrêt de travail en ATMP. Donc, c'est bien le cadre B. Et c'est nous, côté assurance maladie, qui allons étudier le dossier. On voulait juste vous mettre un petit peu, on a plus d'informations. En fait, on a fait un webinaire au mois de juin Oui. avec nos collègues de la CPM de Meurthe-et-Moselle qui était vraiment focus sur les primes en ATMP et ce qu'il fallait remplir dans le cadre B. Donc, on vous a remis le lien puisqu'on va vous envoyer le support. Donc, vous aurez le lien directement de notre chaîne YouTube avec la vidéo. Voilà, au niveau Salaire. des salaires. Maintenant, je vais reprendre sur les rejets. Alors, on est aussi, ce qu'on peut voir, c'est au niveau des subrogations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ce qu'il faut retenir, nous ne pouvons enregistrer en caisse primaire qu'un RIB par SIRET. Si vous avez plusieurs RIB, il faut impérativement indiquer toujours le même RIB sur toutes vos attestations de salaire, quel que soit le flux DSN ou net entreprise. Parce que souvent, on a des employeurs, s'ils font de la DSN, sur la DSN, le signalement DSN, il y a un RIB. Et sur l'attestation nette, ben, vous saisissez un autre RIB. Et là, c'est pas possible, en fait. Nous, on a un fichier employeur qui est enregistré chez nous avec un seul RIB, un SIRET, un RIB. En cas de subrogation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours indiquer la période de subrogation maximale prévue pour ce type d'arrêt selon votre convention collective. Il faut jamais se limiter à la période de prescription de repos pour éviter les erreurs de paiement en cas de prolongation. On a constaté également sur plusieurs logiciels de paye que les dates de subrogation, en fait, elles sont enrichies automatiquement avec des dates d'arrêt que vous saisissez. Donc, il faut parfois penser à modifier la date de fin de subrogation en fonction de votre convention collective. Parce qu'il faut savoir que la subrogation, elle est à la charge de l'employeur. Elle n'est jamais imposée par la CPAM. En fait, c'est en fonction de vos conventions collectives. Est-ce que vous subrogez ou non? C'est vous qui décidez. C'est pas nous. Nous, il suffit juste de nous l'indiquer. Vous nous indiquez une subrogation, on va vous payer à vous. Si vous ne l'indiquez pas, on paye aux salariés. On ne rentre jamais en considération, enfin en ligne de compte sur la La subrogation. On a voulu vous montrer un petit exemple, en fait, justement, de subrogation un petit peu erronée, ce qu'il faudrait pas faire. Là, on a un arrêt initial qu'on reçoit, normal. On fait tout de suite notre attestation de salaire parce qu'il faut la faire dans les 5 jours. Et effectivement, on a un arrêt initial du 13 au 14. Donc, on fait notre attestation, puis on demande la subrogation du 13 au 14. Et en fait, après, on vient faire une autre subrogation pour prolonger la date de prolongation. Donc là, en fait, il faut vraiment essayer d'indiquer le maximum qui est prévu par votre convention collective. À savoir que nous, caisse primaire, pour un même arrêt,
Dans tous les cas, on ne paiera que 3 ans d'indemnité journalière en continu. Donc, si vos conventions prévoient un maintien de salaire d'office, quelle que soit l'ancienneté, quel que soit le statut, mettez tout de suite 3 ans. Comme ça, vous êtes tranquille. Il n'y a pas de problème de versement aux salariés. Puis je rajouterais peut-être juste sur la Ah, subrogation pardon. que quoi qu'il arrive, même si l'arrêt il dure 5 jours et vous indiquez 3 ans de subrogation, votre Ah arrêt oui. dure 5 jours, il n'y a pas de prolongation, on paiera que les 5 jours, on ne paiera pas au-delà. Donc il n'y a pas d'inquiétude à À indiquer avoir, 3 ans. voilà. Est-ce qu'on passe aux questions ou alors on les fait après? Je pense qu'on va les faire après. Il y a pas mal Ok. de questions, Ah, donc on d'accord. On va va les prendre continuer, après. on va Alors, continuer sur les bonnes pratiques et on reprendra après les questions, mais vous inquiétez pas, on va y répondre. Donc, au niveau des bonnes pratiques, on va faire un petit focus sur tout ce qui est multisite et SIRET centralisateur. Ça peut répondre d'ailleurs à la question de Madame Bélanger. Sur les doublons, l'ouverture de droits de plus de 6 mois et comment déclarer les dates d'un congé paternité. Alors, pour tout ce qui est multisite centralisateur, il faut bien faire attention parce que normalement, vous devez faire l'attestation sur le SIRET de l'établissement de rattachement de votre salarié ou du centralisateur. C'est-à-dire que si votre salarié il est rattaché à l'établissement A, dans notre exemple, là, notre exemple, l'établissement A, c'est bien le SIRET centralisateur. S'il est rattaché à cet établissement, il faudra faire toutes les attestations de salaire sur cet établissement. Justement, le fait d'utiliser différents numéros de SIRET va bloquer le dossier et provoquer des paiements erronés. Donc, il va forcément augmenter le délai de traitement et générer des erreurs comptables. C'est-à-dire que si vous commencez à faire une attestation de salaire sur l'établissement A, donc le centralisateur, parfait, on n'a pas de problème. Par contre, si on reçoit une attestation de salaire avec le SIRET de l'établissement B, nous, notre logiciel, il va se dire, ah ben, il y a deux employeurs, donc je vais prendre les 6 salaires que j'ai reçus, je vais faire mon paiement et le salarié sera payé sur de Siret. Sauf que ce n'est pas le cas. Du coup, c'est là où ça entraîne des erreurs. des Et le erreurs. problème, c'est qu'on va devoir peut-être faire un indu soit au salarié ou soit à vous. Donc, c'est très important de faire attention et d'utiliser toujours le même Siret. C'est également le cas si vous passez par un tiers déclarant, la procédure s'applique. Et également, en cas de saisie manuelle sur notre entreprise, si on vous demande une attestation rectificative ou un temps partiel thérapeutique, il faut bien sûr déclarer tout sous le SIRET centralisation. Voilà. Au niveau du SIRET centralisateur, donc du coup, je crois que tu as répondu à une ou deux questions qui Mm. parlaient du SIRET centralisateur. Moi, je vais vous parler un petit peu des doublons. Alors, il faut savoir que nous, CPM, bon, beaucoup de CPM réceptionnent régulièrement des attestations en double, voire en triple. Donc, ce qu'il faut quand même retenir, c'est dans le cas où l'attestation initiale n'a pas déclenché de paiement. Il est inutile de transmettre un nouveau signalement parce que ça peut entraîner des erreurs de paiement en cas de données différentes et ça surcharge nos applicatifs. Il faut également éviter d'envoyer des attestations manuelles si vous effectuez des signalements DSN. Souvent, les employeurs, vous faites des signalements DSN et en plus, vous faites des attestations netteuses. Ça vous fait double travail. Le signalement DSN, il remplace l'attestation manuelle nette entreprise. Si par contre, effectivement, vous avez fait une attestation, vous n'êtes pas payé, vous vous inquiétez un petit peu, vous dites, ça fait quand même longtemps, je suis pas payé. Ne refaites pas une attestation, vous contactez nos collègues au 3679 et vous leur demandez, est-ce que vous avez bien reçu l'attestation? Qu'est-ce qui peut bloquer? Est-ce qu'il faut que je vous transmette des pièces? Mais ne refaites pas des attestations. Ça vous donne du travail supplémentaire et nous, bah, ça peut provoquer des erreurs. Il faut aussi penser à envoyer les attestations dans l'ordre chronologique des arrêts. Si vous avez un arrêt en janvier, un en février, un en mars, essayez d'envoyer les attestations, pardon, la première en janvier, etc. Ne nous envoyez pas celle en mars. Et puis en juillet, vous vous rendez compte, ah bah, j'ai pas envoyé celle de janvier et février. Il faut vraiment essayer de respecter l'ordre chronologique des arrêts. Alors, pourquoi on vous dit de ne pas faire deux attestations? Regardez, on vous a mis un petit exemple. En fait, on reçoit un premier signalement DSN où on a donc 3 salaires, dont une reconstitution pour le salaire d'octobre. Il y a une absence autorisée. Le système DSN, il a bien été recherché la reconstitution. Il nous déclare un salaire à 2222,70. Tout est bon. Et puis, en fait, en parallèle, on reçoit une autre attestation 4-5 jours après sur notre entreprise, donc obligation de saisie par l'employeur. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que les deux salaires, c'est pas les mêmes. Parce qu'en ressaisissant sur notre entreprise, l'employeur a oublié de rétablir. Du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, bien souvent, il est obligé de rejeter les attestations, de vous embêter, vous, employeur, en demandant une troisième attestation rectificative pour savoir laquelle est la bonne. Donc, vraiment, plutôt passez-nous un petit coup de fil au 3679 pour être sûr, mais ne faites pas des doublons. On avait indiqué l'exemple, comme ça vous avez le,
voilà les l'exemple motifs avec et quand vous on aurez vous le explique un petit peu PowerPoint. effectivement. Au niveau de l'ouverture des droits de plus de 6 mois, donc en DSN, c'est parfait, hein, tout se génère automatiquement au bout de 4 mois. Mais par contre, si votre salarié a repris le travail, il faudra bien penser à modifier la date de fin prévisionnelle dans votre logiciel de paye pour que sa date soit remontée lors de la Mm. DSN mensuelle suivante. Donc justement, si la remontée n'est pas faite dans le logiciel de paye, ça va générer à tort l'attestation de salaire de plus de 6 mois. Et du coup, en fait, si vous voulez, votre DSN va supposer que l'arrêt de travail est toujours en cours alors que votre salarié a repris son activité. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en DSN, ça se fait automatiquement au bout de 4 mois. Par contre, en net entreprise, là, il Voilà. va falloir vous penser à faire l'attestation, hein, à nous l'indiquer. Donc, c'est bien dans le choix du type de l'attestation à l'étape 2, à choisir donc arrêt de plus de 6 mois. Et on le rappelle, hein, comme l'a dit Mm. Caroline en début de webinaire, donc le DJT à indiquer, il correspond bien au même DJT qui a servi à indemniser l'arrêt maladie 6 mois plus tôt. Donc, il faut bien que ce soit les mêmes DJT, sinon malheureusement, on va vous rejeter l'attestation de salaire. Voilà, au niveau des attestations de plus de 6 mois, on va faire un petit focus aussi sur les dates de congé paternité. Comment les déclarer? En fait, c'est une question récurrente. Alors, en DSN, qu'est-ce qui se passe? En DSN, en fait, tout se génère tout seul. Vous allez juste faire votre signalement d'arrêt DSN paternité. Ça va nous générer l'attestation de salaire en CPAM et la période de fractionnement, en fait, elle va arriver directement dans nos bases. La période du congé paternité que vous allez donc saisir dans votre logiciel, elle va redescendre dans les bases de l'assurance maladie et elle va correspondre au lendemain du dernier jour de travail jusqu'à la date de fin prévisionnelle. Donc ça, c'est en DSN. Vous avez juste à faire l'attestation de salaire paternité. Sur notre entreprise, par contre, donc là, il y aura deux actions à faire. Il y aura tout d'abord l'attestation de salaire paternité à faire et ensuite, vous allez devoir déclarer les dates du congé de paternité par le compte entreprise. Donc, vous avez votre petite icône compte entreprise. Vous allez cliquer sur Suivre les dossiers d'indemnité journalière. Vous allez créer un nouveau dossier et vous allez donc pouvoir déclarer donc la nature de l'absence, la paternité. Vous allez indiquer le dernier jour de travail. Vous allez indiquer origine de l'attestation nette entreprise et le système donc va vous proposer de déclarer les périodes de fractionnement du congé de paternité. Il suffira de répondre oui. Et là, vous allez avoir donc les périodes à déclarer. Donc, ce qui est bien sur notre entreprise quand même, c'est que là, vous allez mettre donc le dernier jour de travail et la date de fin de la période prise par votre salarié. Vous avez un petit compteur. Donc, il y a le nombre de jours déclarés et le nombre de jours restants. C'est quand même intéressant pour vous à savoir parce que si vous vous trompez, en fait, si vous mettez que 3 jours, hein, on rappelle la période obligatoire, c'est 4 jours. Si vous déclarez une période erronée, ça peut arriver, vous mettez 3 jours, le système, il va pas valider. Donc là, vous saurez que vous avez fait une erreur, que c'est 4 jours. Pareil, vous avez le compteur. Des fois, vous savez plus où on en est dans le, dans le jour de congé que votre salarié peut prendre. Ben là, vous avez toujours le nombre de jours restants. Donc c'est pareil, il peut pas vous en demander 35, puisqu'à un moment, le système, il va bloquer. Voilà au niveau des dates du congé paternité, comment les déclarer. On Ouais, fait, je vais les faire tout à fait tout à vas-y, l'heure, comme tu veux. comme tu les as fait tout à l'heure. Donc, on va refaire les dernières préconisations, hein, pour éviter les erreurs et les rejets d'attestation de salaire. Donc, pour tout ce qui est arrêt à temps complet, privilégiez bien sûr les attestations par le signalement DSN, hein, c'est beaucoup plus simple, rapide et plus fiable. On peut d'ailleurs vous accompagner, hein, du côté chargé de la Oui, relation tout à entreprise. Si fait. vous avez des questions par rapport à ça, vous n'hésitez pas, vous appelez le 3679 et vous souhaitez qu'un conseiller vous rappelle. Il faut bien sûr éviter les doublons de saisie de DSN net entreprise. Être bien sûr attentif à la coche de l'arrêt de travail, hein, attendre de faire l'attestation de salaire au bon risque. Et puis bien sûr, donc, si c'est un initial, une prolongation, faites bien attention à ça. Et lorsque vous déclarez les dates du congé paternité par DSN ou net entreprise, donc il n'est pas nécessaire de nous envoyer le tableau de fractionnement. On les reçoit, vous inquiétez pas. Au niveau des contacts, alors, on va vous remettre un petit peu les sites utiles hein, pour vos employeurs. Donc, le site Net Entreprise, notamment la base de connaissances où vous avez pas mal d'informations qui peuvent vous être utiles. Vous avez Amélie Entreprise, donc l'actualité de l'assurance maladie, toutes les nouveautés, l'actualité de la CPM de Moselle. Et vous trouvez d'ailleurs nos prochains webinaires et les inscriptions sur Amélie Entreprise si vous le souhaitez. Au niveau des contacts téléphoniques, bah, si vous avez des soucis net entreprise ou DSN, un seul numéro à retenir, le 0806 800 700.
Pour tout ce qui est suivi de vos dossiers, ben, il faut contacter nos collègues sur la plateforme des Vosges, le 36 79. Ils vous renseigneront sur les problèmes de dossiers d'indemnité journalière. Alors, on va répondre à toutes vos questions. Mais notez déjà donc la prochaine date, hein, donc c'est bien le 23 octobre. On fait un nouveau webinaire, donc ce sera sur la législation des arrêts de travail maladie. Donc Caroline, j'espère que tu es prête parce qu'on a beaucoup de questions. Oula, allez, on y va. Alors, bonjour. Si le médecin prescrit une maternité, par exemple, le 21 septembre, alors que sur mon document de l'assurance maladie, c'est le 22. Alors, normalement, le médecin, il prescrit pas de Mm. maternité. La salariée, elle a un congé maternité. Vous avez des dates. Par contre, le médecin peut prescrire des arrêts de travail. Donc, effectivement, soit en maladie, soit en congé pathologique. Donc, effectivement, si le médecin prescrit un arrêt en rapport avec un état pathologique de grossesse, ben, effectivement, nous, on va le payer à compter du 21 septembre en congé pathologique. Mais le congé maternité, si effectivement c'est le 22, bah, ça commencera que le 22. Si vous avez un doute, pareil, vous pouvez nous appeler et on vous confirme les dates de congé maternité de Exactement. votre salarié. Voilà. Ah, alors, comment traiter plusieurs arrêts continus, mais avec différents motifs? C'est le même dernier jour de travail. Le premier arrêt sera initial et le deuxième sera une Devrait être une prolongation prolongation ou ou un un initial. initial. Alors, avec différents motifs. Normalement, alors, si vous parlez de motif, est-ce que vous parlez de risque? Que je comprenne bien. Mm. Est-ce que c'est maladie, accident de travail, maternité? Parce que normalement, le motif de l'arrêt, enfin, la pathologie, vous la voyez pas. Donc, si effectivement vous avez un arrêt initial, maladie. Ensuite, votre salarié, ben, il vous fait du congé patho. Là, on va le traiter avec une attestation de salaire pathologique. Si après, il vous fait un accident de travail tout de suite, possible, on ne sait jamais. Ben là, il faudra faire une attestation de salaire accident de travail. Je ne sais pas si c'était ça votre question par rapport au motif. Mais dès lors que vous avez en continu un changement de risque, donc si c'est motif ou risque, il faut faire une attestation par risque. Je regarde si on dit quelque chose. Non, je ne sais Bon, pas. on va C'était voir. anonyme, donc je ne sais Ouais, pas comme c'était qui. anonyme, Je ne sais pas qui. on pouvait pas vous demander de poser votre Voilà. question. Alors, Mélanie, les 2 jours non indemnisés du week-end, si non prescrits entre deux arrêts, doivent-ils être couverts par l'employeur? Alors ça, on va pas rentrer, nous, CPM, on va pas Oui, vous c'est dire ça. oui, vous devez les prendre ou pas. Nous, caisse primaire, entre les deux, on les prendra pas, ça sera à zéro. Après, il faut voir avec vos conventions collectives, en fait. Alors, l'agent a été en maladie ordinaire, puis en congé pathologique, puis en congé maternité. Vous avez fait 3 attestations de salaire avec demande de subrogation, mais apparemment, la CPM a versé les IJ du congé pathologique à l'agent. Donc, un conseiller vous a attesté que vous auriez dû faire une attestation pour la patho et maternité, car selon ce conseiller, pour cette raison, les IJ de patho ont été versés aux salariés. Alors là, bah, nous, on n'a pas le dossier sous les yeux. Ce que vous pouvez faire, c'est nous laisser vos coordonnées dans l'enquête de satisfaction. Oui. Comme ça, on regardera le dossier de notre côté et on pourra vous rappeler pour voir ce qui a loupé, en fait. Mais normalement, il y a toujours 3 attestations de Ouais, salaire. Un c'est congé ça. maladie, enfin, un arrêt maladie, pardon, congé pathologique, Congé maternité. justement, et Ouais. congé pour être sûr que les subrogations s'appliquent sur chaque Mm. risque. Donc, toi, ce que vous avez fait, vous, normalement, c'est correct, parce que vous avez C'est fait trois correct. attestations de salaire avec une demande de subro. Je pense que c'est un loupé de notre part, Ouais, mais c'est peut-être une erreur de ouais. chez nous, hein, là, le congé Mm. pathologique, on n'a peut-être pas mémorisé. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on voit le dossier Ouais. et auquel cas on pourrait régulariser. Concernant le salaire de référence pour une attestation maladie professionnelle ou accident de travail, en cas de période de congé payé par une caisse de congé, doit-on noter la perte de salaire ou le montant des indemnités de congé payées par la caisse BTP qui est souvent plus importante que la perte de salaire? Alors, il me semble que, oui, comme vous dites, la BTP, c'est un peu un cas spécifique. Oui, Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est, dès lors que vous avez un accident de travail, de joindre le bulletin de salaire voilà, pour qu'on puisse justement comparer l'attestation AT ou MP avec le salaire du mois qui est concerné. Comme ça, nous, on peut être sûr que le salaire est juste. voilà. Alors, bonjour, quand un agent est en accident de travail, nous le saisissons en maladie le temps que l'accident soit reconnu. Doit-on faire une attestation en maladie ou en accident? En fait, il faut savoir qu'en DSN, alors si vous faites des signalements DSN, vous avez juste à faire le signalement DSN accident de travail. L'attestation maladie, elle se génère toute seule. Vous n'avez rien à faire. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite, surtout en accident de travail, à faire du signalement AT, accident de travail. Comme ça, l'attestation se génère tout de suite en maladie. Sur notre entreprise,
Vous pouvez effectivement faire les deux. Soit vous la faites en accident de travail, mais c'est vrai que c'est plus embêtant parce que le temps que l'accident soit reconnu, ben, le Mm. salarié, s'il n'y a pas de subrogation, il n'est pas payé. Donc, vous pouvez faire les deux. Dès lors que l'accident est Mm. reconnu, si on a payé en maladie, on va régulariser avec votre attestation accident. Nous, on vous conseille vraiment de faire les deux, hein. Dès lors que vous avez un AT, faites Faites les deux. vraiment les deux, même AT ou une maladie professionnelle, hein. Faites les deux, comme ça, le salarié peut avoir une avance en maladie, hein. Si un salarié rechute 6 mois plus tard que le médecin coche que l'arrêt est lié à la T, quel dernier jour de travail doit-on mentionner? Ben, en fait, la veille de la rechute. Si un salarié rechute 6 mois plus tard, c'est-à-dire qu'il a repris le travail normal, il vous présente un certificat de rechute. On va dire, voilà, il a un AT en 2023, puis en deux, il travaille. Et en 2024, il vous présente un certificat de rechute. Vous faites une attestation de salaire. Sur l'attestation de salaire, on va vous demander la date de l'accident. Et le dernier jour de travail, ça sera la veille de la rechute. Alors, bonjour. Dans le cas où le samedi et le dimanche ne sont pas couverts par un arrêt, les indemnités ne sont pas dues. Mais dans la fonction publique territoriale, nous indemnisons tous les jours de la semaine, paye en trentième, ce qui fait que nous ne sommes pas remboursés dans le cas de la subrogation pour ces 2 jours maintenus. Oui, voilà. Vous avez raison. Malheureusement, oui. C'est ça. Avec la nouvelle règle, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que vous, fonction publique territoriale, vous avez cette particularité. Donc, les 2 jours, vous allez les prendre à votre charge employeur. Nous, caisse primaire, en fait, on les prendra pas. Alors, pour un rétabli, mon agent était en congé parental, quel motif je dois renseigner? Sur le motif de l'attestation de salaire, bah, vous mettez absence autorisée et il faudra bien sûr nous envoyer donc tous les documents Hmm. pour le congé parental. Donc, il nous faudra l'attestation d'accord de votre part. Donc, il faut bien sûr qu'on ait un accord de l'employeur en fait que le congé parental a eu lieu. Donc, il faudra bien mettre absence autorisée, mais nous envoyer tous les documents. Voilà. Et les documents, vous pouvez les déposer sur le compte entreprise. Oui. Voilà, c'est pratique. Vous Mm. déposez, vous faites votre attestation de salaire, vous allez sur le compte entreprise et vous déposez toutes les notifications d'accord de congé parental que vous avez accordé en fait à votre salarié. Si l'employeur applique une carence de 7 jours, est-ce que je peux mettre le premier jour de subrogation, le huitième jour, ou dois-je mettre la subro au premier jour d'arrêt? Alors là, Ah, c'est à regarder dans votre convention oui, collective, hein. Là, c'est à vous de voir, parce que nous, on peut pas vous dire à partir de quel moment vous devez mettre la subrogation. Généralement, c'est le premier jour de de l'arrêt, l'arrêt, c'est ça. mais peut-être que vous avez, vous, voilà, une convention spécifique qui vous dit qu'il faut la mettre à partir de tel jour. En fait, Mm. nous, dans tous les cas, nous, la carence, c'est 3 jours à notre niveau CPM. Donc, moi, je serais vous, je mettrais le début de l'arrêt, en fait. Si vous, en interne, ben, vous appliquez une carence de 7 jours, voilà, la carence sera appliquée en interne. Nous, dans tous les cas, au quatrième jour, on prend en charge. Mm. Alors, si on indique les indemnités de congé, on les note en case 4 ou 18. Alors là, je... Alors, Valérie, il faudrait nous préciser de quelle attestation, en maladie ou en accident de travail, ou alors j'essaye de remonter pour trouver les cases. Parce que moi, ça me Euh, dit rien du tout. ouais, les cases 4, Case moi 4 ou non 18, ça plus. me parle pas du Je tout. vais Donc, essayer de remonter. Pour ouais. les congés, alors on reprend les congés, on note en case 4 ou 18. Regarde juste si on a quelque chose avant. Je regarde les attestations en case 4. Alors, sur la maladie, ah, ouais, on voit pas tellement bien. Case 4, alors motif de l'absence, si ça doit. Ah oui. Case 4, motif de l'absence, congé payé. Ou 18, ah, on serait plus en AT alors, je pense. Ah, on a une attestation de salaire ratée, je suis pas sûre. On n'a pas? Ah non, on a les On cases. n'a pas, on a les cases, oui. Ouais. Hein, juste pour peut-être nous préciser si c'est bien de la T ou de la maladie, parce que là, je ne sais pas. Ouais, je pense qu'on n'a pas d'attestation. Là, on a la maladie, mais comme on n'a pas de case 18, je suppose que c'est en accident de travail. Ouais, on attend juste vos précisions et puis on reviendra sur votre question. Mais les congés payés, en général, vous les saisissez sur Net Entreprise. Quand vous les saisissez, en fait, on vous les demande. Dès le départ, vous indiquez le salaire réel. Bon, on va reprendre l'exemple de la maladie là. C'est un peu pareil en accident de travail. Vous allez d'abord indiquer le salaire et ensuite, vous allez avoir le motif de l'absence à devoir indiquer si vous voulez rétablir et ça passera d'office en case rétablissement en fait. Alors, on va prendre une autre Alors, question. ensuite, peut-on avoir un PDF de Ah. l'attestation de salaire si on fait une déclaration via la DSN? Il me semble Non, ça dépend pas. vos Ouais, logiciels. ouais, ça Alors, on dépend a des certains logiciels. employeurs qui Mm. nous ont dit qu'avec leur logiciel, ils arrivaient à avoir un PDF. Mais en règle générale, ce qu'on entend, c'est qu'on ne peut pas avoir de PDF sur le signalement Mm. d'arrêt. Après, nous, nous, à les reconstituer chez nous, hein, il n'y a aucun souci. Alors, bonjour, les attestations de plus de 6 mois sont envoyées via DSN.
Mais la Euh, CPM demande hein. systématiquement une attestation de plus de 6 mois bien à l'entreprise et bloque le versement des IJ. Alors ça, il faudrait quand même enfin, faudrait voir avec le 3079 pourquoi justement ça bloque et pourquoi on vous la réclame alors que normalement elle est Normalement, censée voilà. s'envoyer automatiquement. Alors, si elle s'envoie pas automatiquement, c'est normal qu'on vous la réclame, hein, les indemnités Ouais. sont bloquées, mais il faudrait qu'on voit pourquoi elle se génère pas Mm. automatiquement, en fait, dans le logiciel de paye. Après, ça peut venir aussi de votre logiciel de paye, hein. Ouais, Peut-être qu'il y a voilà. quelque chose à voir avec l'éditeur de logiciel. Donc, Normalement, à ouais. 4 mois, elle se déclenche. C'est Mm. vrai que nous, à 6 mois, les indemnités sont bloquées. Si on l'a pas reçue via la DSN, on va vous la demander par net entreprise. Alors, pour la pater, le salaire doit obligatoirement nous donner toutes les dates de fractionnement du premier congé. Ah, dès le premier Alors, congé. Alors, non. non, c'est pas obligé. Il faut qu'il vous donne par contre savoir si s'il fractionne ou pas. Mais en tout cas, il doit prendre bien sûr ces 7 jours obligatoires à la naissance de l'enfant. Et après, c'est à lui de vous dire en amont, dans un délai de 6 mois, quand est-ce Voilà. qu'il prend ces périodes. Parce qu'il a donc 6 mois pour les prendre, son congé paternité. Mm. Donc, soit il vous dit dès le départ, je les prends les 4 jours tout de suite, puis dans 2 mois, je reprends la suite, mais c'est pas une obligation. Mais il a 6 mois pour les prendre. Et on rappelle qu'on n'envoie plus de tableau de fractionnement du congé paternité. On vous a donné les deux solutions, que vous fassiez de la DSN ou du net entreprise. Donc, plus de tableau de fractionnement normalement. Lors de la saisie d'un arrêt grossesse pato, puis à la suite la saisie du congé mat, un de vos collègues m'a confirmé. Alors, on indique le contraire. Nous, CPM, on vous dit que nous, CPM de Moselle, on demande vraiment maladie, congé pato et maternité. Toujours pour une raison de subrogation. Alors, Alors, notre convention collective prévoit un congé de naissance de 4 jours ouvrés à la place des 3 prévus par le délai légal. Le tableau de fractionnement ne s'adapte pas à cela. Y a-t-il un autre moyen de faire un tableau de fractionnement automatisé en fonction de notre congé de naissance? Alors, c'est vrai que nous, c'est vraiment 4 jours obligatoires. C'est 3 jours employeurs et 4 jours CPM. voilà. Donc, au final, donc vous, bah, c'est bon, vous êtes dans le délai légal, du coup, parce que c'est 3 jours employeurs. Après, si vous n'arrivez pas justement à nous transmettre les dates, moi je vous conseille de nous faire un courrier, de le déposer sur le compte Ouais, entreprise voilà. en expliquant Le que cas de c'est un votre cas convention, spécifique en voilà. fait. Congé de Voilà. naissance de Mm. 4 jours. En fait, votre congé employeur, il est 4 jours. Nous, on intervient tout de suite après. Donc, si vous arrivez vraiment pas à mettre vos 4 jours, vous nous faites un petit courrier sur le compte entreprise. Voilà. Alors, pour un arrêt maladie qui suit un congé pato, on applique toujours la carence de 3 jours pour la maladie. Oui. 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 Si on a fait une attestation et on s'est rendu compte qu'on s'est trompé le jour même ou le lendemain, on refait une attestation rectificative, tout à fait. Oui. Toujours bien cocher la rectif. Comme ça, nous, on prendra en compte votre rectificatif. Si c'est pas coché, on peut pas la prendre en compte. C'est important, c'est bien votre question. Mm. On l'a pas précisé. Bien penser pour corriger une erreur, bien penser à cocher rectificatif. Alors, un salarié en déplacement dans les DOM n'a pas pris ses 3 jours de naissance ni paternité à proximité de la naissance de son enfant. Peut-il prendre ces 3 jours de naissance à son retour et les 4 jours de paternité ou ces 3 jours sont perdus? Il a droit seulement aux jours de paternité facultatifs. Alors malheureusement, il n'aura pas le droit, si je me trompe pas, aux 3 jours, 4 jours de voilà, paternité, de aux 7 jours CPM, obligatoires de la CPM, ce qu'il ne nous a pas pris, mais par contre, il a le droit aux 21 jours. Donc suivant, là, suivant, c'est ça, facultatif. facultatif. Par contre, il faudra bien sûr là, l'ouverture des droits, elle ne se fera pas au moment où il prend son congé paternité, ça sera à la naissance de l'enfant. Donc là, il faudra mettre donc, le DJT, bien sûr, à la veille de cette période, mais il faudra nous envoyer en parallèle les 3 bulletins de salaire précédant la naissance de l'enfant pour qu'on puisse vérifier l'ouverture des droits. C'est un peu plus compliqué, donc Ouais. Alors en le- fait, pour résumer, c'est vrai que là, on rentre dans une question plus congé voilà. paternité, mais il n'y a pas de souci. Pour savoir si votre salarié il a droit au Mm. congé paternité, il faut savoir qu'on l'étudie qu'une fois l'ouverture de droit et elle s'étudie à la naissance de C'est l'enfant. ça. Donc là, on étudie l'ouverture de droit. Là, manque de bol, votre salarié, il l'a pas pris. Donc on n'a pas pu étudier l'ouverture des droits puisque lui, il va prendre sa période beaucoup plus tard. Donc en fait, on va vouloir étudier à la naissance de l'enfant. C'est ce qu'elle explique Bon, Océane. En voilà. fait, on C'est a peut-être besoin. mieux expliqué par Non, parole. peut-être pas, mais c'est vrai que on est rentré dans un détail un peu fou. Voilà. J'espère qu'on a été clair là-dessus, hein, sur l'ouverture des droits. Si on n'est pas clair, mettez-nous-le en question, on essaie de Voilà. vous réexpliquer. Alors, Alors, quel est le dernier jour de travail lorsqu'un salarié est en mi-temps thérapeutique sur octobre, mais tombe en arrêt de travail du 2 au 17? Maladie à mi-temps. Alors,
Si je comprends bien, vous avez un salarié qui a un arrêt de travail mi-temps thérapeutique tout le mois du de décembre. 1er au 31. Manque de bol, en plein milieu de son arrêt mi-temps, il a un arrêt de travail temps plein le 2. Donc, attestation de salaire temps plein, il faudra indiquer le dernier jour de travail au premier, Toujours la veille, ça c'est la toujours le même veille. principe la veille. Voilà. Et le mi-temps thérapeutique, eh ben, ce sera le même DJT que vous avez indiqué pour le mois de septembre. 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 Et il faudra bien sûr, par contre, nous faire plusieurs attestations de salaire pour scinder le mi-temps Ouais. thérapeutique, hein. Donc Là, ça il va aussi, c'est falloir, un peu ouais. plus compliqué. Alors, il va falloir faire. On rentre un petit peu dans le détail, hein. J'espère que vous avez le temps, hein. Restez avec nous. Voilà. Alors, là, dans le cas-là, c'est vrai qu'il va falloir faire trois attestations. Une attestation mi-temps, avec une perte mi-temps du 1er au 1er Octobre. octobre. Ensuite, une attestation temps plein. Votre salarié est à temps plein, malheureusement, arrêt initial temps plein au 2 octobre. Attestation de salaire temps plein jusqu'au 17. Et ensuite, il faudra refaire une attestation perte mi-temps du 18 au 31. Voilà. Alors, Valérie nous précise que c'était pour la MP, les cases 4 ou 18. Ouais, donc l'attestation de salaire accident de Oui. travail, à mon sens, le congé payé, ça indique vraiment dans le salaire, en fait, dès le départ, vous allez devoir rétablir le salaire pour motif congé payé. Donc, ça va vraiment être dans la case 4. Alors, ça c'est pour la Euh, MP. J'essaie de trier en même oui, temps. alors Donc, on nous c'est dit des fois c'est clair, donc merci. On espère être clair, on ne sait pas pour quelle question. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Peut-on utiliser la DSN pour les fonctionnaires territoriaux, temps de travail, moins de 28 heures acteurs qui qui dépendent dépendent donc donc de de la la CPAM. CPAM? Je crois que ça ne fonctionne Pas pas encore. encore. Je crois qu'il faut pas encore passer par les entreprises, malheureusement. Ouais. Ouais. Alors, un arrêt jusqu'au vendredi avec un lundi férié. Si on reçoit une prolongation le mardi, y a-t-il une nouvelle carence? Ouais, c'est ce qu'on avait dit, hein. Comme je vous l'avais dit, il y a plus de 48 heures. Du coup, on bascule dans le cas plus de 48 heures. Et là, malheureusement, il va y avoir réapplication d'une carence. Alors, quelle SIRET doit-on indiquer quand le salarié a été muté et que ses salaires de référence étaient sur un ancien SIRET? Alors, en fait, si vous faites de la DSN, du signalement de DSN, dès lors que vos mensuels ont bien été faits, c'est-à-dire que vous aviez indiqué un SIRET X dans ces mensuels, Mhm. et puis que soudainement il bascule sur votre SIRET Y, il y aura changement de contrat, il y aura changement de SIRET. Normalement, nous, ça va bien remonter en attestation de salaire DSN. On aura vraiment les onglets par SIRET des salaires qu'il a reçus. Par contre, sur Net Entreprise, effectivement, là, il va falloir nous le préciser parce que, voilà, si vous faites une attestation avec le nouveau SIRET, il vient de commencer sur le nouveau SIRET, on n'aura pas de salaire. Donc, on va vous demander l'ancien SIRET, vous nous dites, voilà, on a rattaché le salarié à l'ancien SIRET. À savoir qu'en DSN, il y a ce qui s'appelle le chaînage par le NIR, hein, ce Mm. qui fait que avec le numéro de sécurité sociale, la DSN, ce qui va se passer avec le signalement DSN, c'est qu'il va rechercher tout ce qui a été enregistré en DSN mensuel pour le même numéro de sécurité sociale avec les mêmes périodes de référence. Voilà, et donc sur différents SIRET. Mais si lui Alors, en nous général, dit c'est que c'est rejeté en rejeté, bon, DSN. parce que normalement c'est vraiment fiable, Mm. c'est-à-dire que peut-être le changement de contrat n'est pas bien passé dans Dans le la logiciel. mensuelle, dans le Ouais. logiciel. Le nouveau SIRET n'est pas rattaché au salarié. Il faudrait voir les anomalies qui Mm. ressortent. Ouais. Alors, euh, voilà, donc on a répondu du coup en haut aussi à Sylvie, elle avait posé plusieurs fois la question. Alors, pouvez-vous réexpliquer pour le congé pato? Le salarié perd ses 7 jours s'il n'a pas pu les prendre, mais quel DJT premier jour des 21? Alors, ça, Non, c'est c'est pas plus le pour le cas. congé paternité, du Paternité. coup. En fait, le salarié perd ses 7 jours s'il n'a pas pris, donc du coup, le congé paternité dès la naissance de l'enfant. Et le dernier jour de travail, ce sera bah, la veille des 21 jours. C'est-à-dire que si ces 21 jours commencent le 1er avril, eh bien, la veille de l'arrêt de travail, ce sera bien le 30 avril. Là, on n'a pas de doute sur le DJT. Seulement, nous, l'ouverture des droits, donc les 150 heures, c'est un cas standard, on va étudier ça donc à la naissance de l'enfant. Mais le DJT, ça reste le même, donc c'est toujours la veille de la période. Alors, le cas d'un agent intercommunal dans la commune A, arrêt accident de travail de 2 jours. Ensuite, un deuxième arrêt de prolongation dans la commune B. Comment faire la déclaration? Euh, alors, attendez, je me remets dans le cas.
Alors, votre salarié, en fait, il travaille sur plusieurs communes, si je comprends bien. Il a un accident de travail dans une première commune. Il se met en arrêt 2 jours. Normalement, il doit être également en arrêt sur la deuxième commune. Il Pour peut plus moi, oui. travailler. Et ensuite, il présente un deuxième arrêt de prolongation dans la commune B. Normalement, pareil, comme je dis, il est en arrêt chez les Chez deux tout le communes. monde, dans les deux Par communes. contre, au niveau de la déclaration d'accident, c'est peut-être ça votre question. Si l'accident a eu lieu dans la commune A, c'est la commune A qui va devoir faire la déclaration d'accident. Par contre, la commune A et B devront faire toutes les deux l'attestation de salaire accident. Mm. Voilà la subtilité. J'espère avoir répondu à votre question, Christine. Je ne sais pas si c'était ça. Si vous pouvez me préciser en retour si c'était vraiment ça votre question. Alors, pour le congé paternité, doit-on indiquer les dates de subrogation en DSN? Alors, si vous pratiquez la subrogation, oui, oui, il faut bien sûr mettre les dates de subrogation. En signalement DSN, Oui, hein, oui, c'est oui. très très important. Normalement, à la fin, hein, comme on le disait, en signalement DSN, vous avez trois, quatre cases à remplir, mais celle-ci, elle est vraiment très importante, la Mm. subrogation. Donc, Christine Christine, nous dit, c'était c'est ça. ça. Bon, Ouais. bah parfait. Je suis contente, j'ai répondu à votre question. Je pense qu'on est presque bon sur les questions. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? On vous a tenu un petit peu. Alors, on nous dit merci, j'adore le webinaire. C'est trop C'est gentil, gentil. merci beaucoup. N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps à vous accorder, hein, si vous On a voulez encore 2, 3 minutes. qu'on précise d'autres choses. On espère avoir été clair. Lors d'un précédent webinaire, vous nous avez dit que si le papa ne prend pas le congé pater obligatoire, il perd ses droits pour le reste. Non, il y avait des courriers justement qu'on précisait qu'il perdait les 4 jours, mais qu'à titre exceptionnel, effectivement, il avait quand même droit au reste. Oui, c'est ça, en fait. Il perd ses 4 jours et en fait, on vous envoie un courrier explicatif en vous expliquant qu'il aurait dû respecter hein, Voilà, la prise la des quatre prise des jours. 4 jours, Donc, donc les quatre celles-ci jours sont obligatoires, perdues. voilà. Mais il a le droit donc aux 21 jours suivants. Ah, du coup, on a des petits compliments, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi pour les questions. On aime les compliments, mais on aime aussi les Mais on peut questions. rester, il est 11h03, on peut rester jusqu'à 5 si vous avez d'autres questions et N'hésitez puis pas. on Le verra. prochain webinaire, comme on le disait, c'était la réglementation. IG, oui, tout ce qui est Voilà, maladie. indemnité journalière. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Qu'on a été clair, on espère avoir été clair. Ben, Oui, si vous avez plus de questions, on va vous laisser. On bah vous oui. remercie encore. Vous étiez nombreux sur ce webinaire. On espère vous avoir apporté toujours des choses importantes et intéressantes pour vos emplois respectifs. On vous remercie beaucoup. N'hésitez pas. Alors oui, ce qu'on peut vous dire, c'est vous allez avoir la petite enquête de satisfaction. Si vous avez des thèmes de webinaire que vous voulez qu'on présente, n'hésitez pas à nous les dire, hein, si vous avez des points particuliers. Bon, nos webinaires, ils sont toujours disponibles en replay, mais si vous avez vraiment des sujets très très précis que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires de l'enquête. Alors, on a des petites questions sur Ah, les DJT et les mi-temps. Alors, on va prévoir, il y a prévu, ce qui est prévu, c'est qu'il y aura un petit webinaire, on vous oui, le dit, hein, entre nous, entre nous, entre nous. on va avoir une campagne nationale en Voilà, fait, sur tout ce qui est mi-temps mi-temps thérapeutique. thérapeutique. On attend le webinaire, en fait, le support, et on va vous présenter un gros support webinaire mi-temps thérapeutique. Donc, en espérant que ça éclaircisse un petit peu plus les histoires de DJT, de parties, mais à savoir que lorsqu'il y a la maladie et le mi-temps thérapeutique, il faut juste vérifier quand est-ce que le mi-temps thérapeutique interrompt la... Non, quand est-ce que la A dit maladie interrompt interrompt le le mi-temps mi-temps. thérapeutique. Mais il me semble qu'on avait déjà fait Oui, un un webinaire. webinaire sur le mi-temps thérapeutique, donc je vous conseille d'aller regarder sur notre chaîne YouTube. Alors, je sais plus exactement c'est lequel, Lequel? mais sur notre chaîne YouTube, on a les replays hein, des anciens webinaires où on explique bien cette subtilité entre maladie mi-temps thérapeutique. Donc, en attendant le gros webinaire Webinaire national. national, je vous conseille d'aller regarder voilà, nos replays sur YouTube. Voilà, ben on vous Voilà, remercie beaucoup pour votre votre, présence. voilà, votre présence, votre participation fort nombreuse aujourd'hui. Et puis, vos mots très, très gentils, ça me fait plaisir. Voilà, on vous souhaite une bonne journée. On vous dit au 23 octobre. Bonne À journée, merci bientôt! beaucoup.